Deuxième aspect de notre réflexion sur la question des collectivités face à l'État. Et c'est donc M. Chatfield qui va nous en parler. Merci. Alors oui, je précise juste que je ne suis pas inscrit au programme que vous avez sur table. Je fais moi-même l'office de réfugié de la recherche, d'une certaine façon. Et je remercie le comité scientifique de m'avoir accordé la TIC sur ce point. Je remercie aussi l'initiative de M. le professeur Meunier et de la direction de RDP qui nous a permis de nous rencontrer, de travailler ensemble il y a un an déjà maintenant, et d'arriver à ce projet aujourd'hui. Alors je vais vous parler effectivement des relations entre l'État et les collectivités concernant l'accueil des demandeurs d'asile principalement. Alors, le territoire est traditionnellement considéré comme l'un des éléments constitutifs de l'État. Toutefois, la Constitution prévoit que la République a une organisation décentralisée. En effet, l'État partage son territoire avec d'autres entités distinctes de lui et jouissant d'une certaine autonomie, les collectivités territoriales. On observe donc une superposition territoriale qui est telle que les portions de son territoire que l'État ne partage pas avec une ou même en général plusieurs collectivités sont très limitées. Du fait de cette superposition, s'installe une relation de pouvoir entre l'État et les collectivités qui le surplombe et qui prend la forme de relations juridiques fixant entre eux la répartition des compétences et donc des pouvoirs. Et pour autant, la règle de droit ne suffit pas à conclure et définir l'intégralité des relations entre les États et les collectivités. Dans la mise en œuvre de sa politique, l'État devra alors composer avec des collectivités qui auront tendance à remettre en cause ces décisions et surtout la légitimité de l'État à imposer les conséquences de ces décisions sur leur territoire. Donc, ainsi, s'il est clair que le régime juridique de l'accueil des demandeurs d'asile est en grande partie de la compétence de l'État, il n'en demeure pas moins que les décisions prises en application de ce régime impliquent d'autres acteurs, au premier rang desquels les collectivités. Dès lors, celles-ci jouent un rôle dans sa mise en œuvre et son application, ou au moins cherchent à le revendiquer. Elles le font au nom de cette légitimité territoriale, tout d'abord, mais également d'une légitimité qui tient à l'exercice des compétences qu'elles ont à leur charge. Car leurs compétences peuvent être impactées, directement ou indirectement, par les décisions prises par l'État concernant l'accueil des demandeurs d'asile. Que ce soit pour gérer l'accueil lui-même ou pour gérer même l'après. Les départements qui ont en charge l'aide et l'action sociale devront certainement, dans bien des cas, assurer la prise en charge des réfugiés une fois qu'ils seront sortis des dispositifs spécifiques des demandeurs d'asile. On a aussi pu malheureusement constater que dans certains cas, l'accueil des demandeurs d'asile peut rencontrer l'hostilité des habitants et se traduire en troubles à l'ordre public dont le maire a la charge de faire cesser. Ou encore, et là je pense à Calais, certaines situations peuvent avoir un impact sur le plan économique et touristique. On l'a vu d'ailleurs dernièrement par rapport aux contentieux liés aux murs mis en place par l'État afin d'empêcher le retour des personnes migrantes sur la zone du Calais et qui étaient contestés par la mairie de Calais, considérant qu'il dénature le paysage du littoral et il est de notre devoir de ne pas soustraire aux yeux du monde les merveilles de la Côte d'Opale. Mais au-delà de la commune, l'économie et le tourisme sont aussi des compétences de la région. On l'a vu d'ailleurs, la question de Calais a pris une place importante dans les dernières élections régionales. Alors concrètement, comment les collectivités sont amenées à intervenir dans le domaine? Donc, dans un premier temps, on reviendra sur les compétences, la place attribuée aux collectivités dans le régime juridique de l'accueil des demandeurs d'asile, principalement, puis la manière dont elles essayent d'influer sur les décisions de l'État et les moyens juridiques ou non qu'elles utilisent pour le faire. Alors, concernant les compétences, Barbara nous l'a présenté, la principale attribuée aux collectivités, qui ne porte pas à proprement parler sur les demandes d'asile, mais qui est très connexe, concerne les départements, en charge de la mise à l'abri des mineurs isolés étrangers dans le cadre de leur mission liée à la protection de l'enfance. Alors, ne faisant pas l'objet de dispositions spéciales, c'est dans ce cadre que sont pris en charge les mineurs. Ils sont sortis du régime général de prise en charge des personnes migrantes, géré par l'État, pour bénéficier des prestations du service d'aide à l'enfance qui est géré par le département. Mais l'afflux de mineurs isolés ces dernières années a contribué à engorger considérablement les services départementaux. Ainsi, la question de leur accueil est régulièrement source de conflits entre l'État et les départements qui dénoncent le manque de moyens pour mettre en œuvre leurs obligations, alors même que la Constitution pose comme condition au transfert de compétences entre l'État et les collectivités qu'ils doivent s'accompagner de l'attribution des ressources nécessaires. Et de fait, le régime de cette mise à l'abri a connu récemment des aménagements qui sont la conséquence directe de l'augmentation de la pression migratoire de ces dernières années. Si jusqu'en 2010, la situation restait en grande partie gérable par les départements, c'est aujourd'hui moins le cas, d'autant plus que les arrivées sont principalement concentrées sur quelques départements. Face à cette situation, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis a menacé en juillet 2011 de suspendre sa prise en charge dès le mois de septembre de la même année. Afin de régler la situation, le ministère de la Justice a été contraint, au moyen d'un accord conventionnel avec ce département,
de mettre en place un système de répartition des mineurs sur 21 départements. Cette solution sera d'ailleurs élargie à l'ensemble du territoire et donc à l'ensemble des départements par une circulaire de 2013. Elle s'est accompagnée d'un nouveau protocole pour la prise en charge des mineurs, prévoyant une procédure de mise à l'abri et d'évaluation de la situation des enfants d'une durée de 5 jours et prise en charge financièrement par l'État. Puis leur répartition sur le territoire français via une cellule nationale chargée de les dispatcher sur l'ensemble des départements. Alors ce dispositif sera finalement consacré également par la loi de 2016 sur la protection de l'enfance. Il faut noter tout de même que cette répartition territoriale avait elle aussi été critiquée par une dizaine de départements qui, eux, par contre, n'étaient pas amenés, de par leur situation géographique, à accueillir beaucoup de mineurs étrangers. Ils ont pris eux aussi des arrêtés de suspension de la prise en charge, qui ont en général été retirés ou contestés et annulés devant le TRF. Alors les départements n'étant pas fondés à suspendre cette prise en charge légale. Le Conseil d'État l'a d'ailleurs rappelé cette année dans un arrêt du 27 juillet que leur obligation en cette matière ne saurait être contournée du fait de la saturation des capacités d'accueil. Alors pour autant, la position des départements ne doit pas être uniquement lue comme un conflit de compétences, négatif en l'occurrence, entre l'État et les collectivités. Ici, les départements déploraient surtout, je l'ai dit, le manque de moyens dont ils disposaient et le manque de concertation avec l'État. Finalement, l'attitude du département de Seine-Saint-Denis, qu'on peut critiquer, visait plus à rétablir le dialogue avec l'État afin que chacun soit en mesure d'assurer ses responsabilités dans la mise à l'abri de cette population fragile. Depuis, un comité de suivi des mineurs, qui est une instance partenariale qui regroupe l'État et les départements au niveau national, a été réactivé puis institutionnalisé par un décret du 24 juin. Donc la signature de ce nouveau protocole a démontré l'efficacité de la stratégie, même si la solution retenue demeure critiquable, et elle continuera certainement de l'être tant qu'elle ne sera envisagée que d'un point de vue national, comme on vient de dire par rapport notamment à la gestion des mineurs sur Calais, et le rappelle aussi Isabelle Debré dans son rapport parlementaire de 2010, il s'agit là d'un phénomène européen qui appelle à des réponses européennes. Alors sur les compétences directement attribuées aux collectivités, c'est à peu près tout ce qu'on a. On pourrait toutefois envisager une action des collectivités via la clause générale de compétences qui leur permet en principe d'intervenir sur tout sujet présentant un intérêt local. En tout cas, c'était le cas jusqu'à la réforme territoriale de 2015 qui est venue supprimer cette clause pour les départements et les régions, mais pas pour les communes. Alors cependant, vu la formulation très large du texte fixant les compétences de la région et les compétences du département en matière d'aide sociale, on voit mal sur quel fondement juridique on pourrait empêcher les collectivités d'investir la question pour peu qu'elles en aient la volonté et les moyens. Alors en pratique, de quoi il pourrait s'agir ? Principalement d'actions positives, c'est-à-dire d'aide octroyée aux associations ou aux structures gérant l'accueil ou l'accompagnement des réfugiés. Alors c'est notamment ce que prévoit de faire le Conseil régional de Franche-Comté en doublant l'aide octroyée par l'État aux communes acceptant d'ouvrir des places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, donc les CADA. Mais pour le reste, on pourra toujours envisager le vote de motion, de vœux ou d'avis qui n'auront qu'une valeur de témoignage politique. Donc on le voit, peu de compétences, mais tout de même, les collectivités restent partenaires de l'action de l'État via des consultations qui sont obligatoires. C'est le cas en matière de création de places au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, donc les CADA, soumises à autorisation, délivrées dans le cadre d'une procédure d'appel à projet à triple instruction, d'abord par le préfet de département, le préfet de région, et ensuite le service du ministère de l'Intérieur. Elle a été simplifiée 2 fois par ordonnance en 2015, afin de faciliter l'atteinte de l'objectif de 11 030 places créées pour fin 2017. Pour autant, les porteurs de projets, souvent des associations, doivent toujours, pour constituer le dossier, recueillir la position des élus locaux sur le projet, ceux-ci devant être informés systématiquement de tout projet prévoyant une implantation dans leur commune. Alors on le voit là, cet effort est principalement axé vers les communes, même si la première circulaire laissait penser qu'une consultation large des élus locaux devait être réalisée, vu que le formulaire type mentionnait le Conseil général et régional. Mais la dernière en date, donc du 10 novembre 2015, semble clairement exonérer les porteurs de projet d'une consultation qui irait au-delà du niveau communal. Alors, par ailleurs, ces créations de places s'inscrivent depuis la loi Asile de 2015 dans un nouveau dispositif de planification de l'accueil des demandeurs d'asile via un schéma national permettant de mettre en place un système contraignant et centralisé de répartition des demandeurs. Ce schéma, qui ressemble pour partie à ce qui est fait concernant les mineurs et ce qui est fait aussi avec la répartition par landeur, s'appuie sur des schémas régionaux définis par le préfet de région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement qui comprend des représentants des collectivités. Mais au-delà de cette obligation légale,
de consultation, la circulaire de janvier 2016, relative à ces schémas régionaux, enjoint les préfets à veiller à une bonne information des élus locaux, c'est précisé en gras dans la circulaire, et à porter une attention particulière à la concertation avec les collectivités lors de l'élaboration de ce schéma, selon des modalités qui leur paraîtront les plus appropriées. Dans le cadre du démantèlement de Calais, cette même logique planificatrice, avec des objectifs de création de places par région, a été développée. Elle s'est mise en œuvre via la création sur le territoire des CAO, des centres d'accueil et d'orientation, et qui devait permettre d'orienter les migrants vers des structures pérennes, adaptées à leur type cadavre. Alors ici, face à l'urgence, certainement, rien n'a été prévu concernant la consultation des collectivités, mais il incombe aux préfectures de réaliser ce travail de discussion avec les élus locaux. Elles y sont d'ailleurs là aussi incitées par une circulaire de novembre 2015 précisant que la création de ces structures doit faire l'objet d'une discussion avec les élus locaux afin de leur exposer le projet. Au-delà de ces consultations obligatoires, les communes, principalement, ont fait récemment l'objet d'un effort particulier du gouvernement afin de s'assurer de leur participation et de la bonne prise en charge des demandeurs dans les territoires. Le 12 septembre 2015, une grande manifestation a été organisée à l'invitation du ministère de l'Intérieur et qui était précédée d'ailleurs d'une rencontre entre le ministre et l'Association des maires de France. Et cette rencontre de 12 septembre a réuni 600 maires afin d'envisager les conditions et modalités d'accueil des réfugiés, notamment dans le contexte aussi du plan européen de répartition des demandeurs d'asile. Des aides ont été annoncées afin d'inciter les communes à encourager les initiatives locales, à mettre à disposition et à recenser des bâtiments ou des lieux d'hébergement, ainsi que pour proposer une offre d'accompagnement social complémentaire à celle de l'État et proposée aux personnes accueillies. Toutefois, le ministère a décidé de limiter le versement de ces aides aux collectivités, n'émettant aucune condition sur le profil des personnes accueillies. Alors c'est une précision étonnante, voire pernicieuse, tant elle semble ouvrir la possibilité pour les communes d'opérer un choix dans les personnes accueillies, alors même qu'on voit mal sur quel fondement et par quels moyens légaux cette sélection pourrait s'opérer. D'autant qu'il appartient au préfet de mettre en œuvre la répartition sur le territoire. Alors en septembre 2015 également, mais ceci dit c'était en septembre 2015 exactement, la nomination d'un coordonnateur national, Kléber Haroul, qui était chargé de piloter l'organisation de l'accueil des réfugiés dans les collectivités, démontrait là aussi la volonté du gouvernement de fluidifier ses relations avec les élus locaux et de favoriser l'émergence des projets, ainsi que mieux évaluer les capacités d'accueil locales. Il devra d'ailleurs être aidé dans ses missions par des coordonnateurs dans chaque préfecture d'un département. Mais donc, si la coordination nationale est une réalité, il faut pour autant rappeler que celle-ci a été encouragée par la mobilisation en amont des maires eux-mêmes désireux de prendre part à la solidarité nationale et internationale. Au contrario, celle-ci a donné lieu aussi à des protestations, parfois vives dans certains territoires. Mais l'action des collectivités, qu'elle vise à accompagner la mobilisation locale en faveur des réfugiés ou au contraire à la décourager, témoigne là d'une certaine défiance à l'égard de l'État. Certaines d'entre elles se sont ainsi donc engagées en faveur de l'accueil afin d'influer sur la position du gouvernement. Alors il faut noter que les collectivités n'ont pas de moyens juridiques pour contraindre l'État à un effort particulier envers les demandeurs d'asile. Elles ont donc développé pour ce faire des stratégies qui sont similaires à celles de lobby d'influence. D'abord au niveau européen, on remarque que toutes les institutions chargées d'organiser la parole des collectivités, que ce soit via le Conseil des communes et régions d'Europe, qui dépend du Conseil de l'Europe, du Comité des régions de l'Union européenne ou de l'Association régionale et locale euro-méditerranéenne, qui dépend de l'Union pour la Méditerranée, toutes se sont positionnées, et ce dès 2006, en faveur d'une meilleure reconnaissance du rôle essentiel des collectivités, en soulignant l'importance de la gouvernance à niveau multiple, pour garantir le bon accueil et la bonne intégration des réfugiés, tout en rappelant l'Union européenne à son devoir de solidarité, que ce soit entre les États membres ou vis-à-vis des pays d'origine des réfugiés. Alors ces positions transnationales, appelant à une meilleure coordination et une meilleure réponse apportée aux personnes migrantes, ont trouvé des échos au niveau national. À titre d'exemple, l'appel « Nous sommes prêts à accueillir », signé par 11 maires de communes du sud de Toulouse, ou encore la pétition de Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne, appelant à un recensement des capacités d'accueil des collectivités et une participation à l'effort national, qui sera signée par plus de 95 000 personnes. On peut encore citer l'appel du premier secrétaire du PS et du président de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains à la structuration d'un réseau de villes solidaires, prêtes à s'engager à accueillir des familles sur leur territoire. Et de fait, même s'il n'y a pas de données pertinentes en la matière, et qu'il est certainement plus facile de se déclarer pour que contre, la plupart des maires ayant pris position l'ont fait en faveur de l'accueil des réfugiés, et il ne s'agit pas uniquement de maires ou d'élus PS, dans le cas d'ailleurs du refus comme de l'encouragement à l'accueil.
Concernant les hostiles, justement, à l'accueil, je vais parler tout de même très rapidement des municipalités FN, car ce parti est le seul à avoir arrêté une position commune indiquant qu'aucune mairie FN n'accueillera le moindre immigré clandestin, une déclaration qui témoigne d'ailleurs de leur fine compréhension des enjeux liés à l'asile. Le FN a aussi produit une charte, Ma commune sans migrants, qui, sous ses atours de grand texte juridique, est au mieux du droit mou, parce qu'il est plus mou là pour l'occasion, et l'un des arguments mis en avant dans cette charte est l'atteinte à l'ordre public créée par l'installation de camps de migrants dans ou à proximité des villes. Alors, peut-on entendre cet argument se refus sous l'angle de la protection de l'ordre public dont le maire a la charge dans le cadre de ses missions de police municipale? Pourrait-il interdire à un ou plusieurs individus l'accès à son territoire communal ou en somme limiter leur droit d'aller et venir? A priori, non. On voit mal une telle décision survivre au contrôle de l'excès de pouvoir du juge administratif, au motif de l'incompétence, ou même, si d'aventure le bien fondé de la décision était effectivement examiné par le juge, au contrôle de proportionnalité réalisé pour les mesures de protection de l'ordre public. D'autres mesures portant moins atteinte aux libertés individuelles, comme restreindre l'accès au voisinage proche des CADA, pourraient sembler préférables dans ce cas. En plus, dans le cas des atteintes à la tranquillité publique, le rôle du maire est plus répressif que préventif. Les communes bénéficient toutefois d'un autre levier juridique de limiter, ou en tout cas de ralentir l'installation de centres d'accueil sur leur territoire, via la délivrance des permis de construire qui est de leur compétence. Alors, à compter du dépôt de la demande, le maire dispose de 2 mois pour prendre un arrêté autorisant ou refusant le permis. Alors, en cas de refus, on pourra toujours aller devant le TA pour le contester, et puis il y a de bonnes chances que le TA annule la décision du maire, mais c'est toujours du temps gagné de ce point de vue. Mais en pratique, la contestation est particulièrement apparue dans le cas des centres d'accueil d'orientation liés au démantèlement de Calais et où le principe de volontariat qui présidait depuis 2015 n'a pas été appliqué avec la même ferveur. Dans le cas de la ville d'Alex, la préfecture avait validé un projet de CAO sur le territoire de la commune. Opposé à ce projet, le conseil municipal de la ville a voté une délibération prévoyant d'organiser un référendum local pour solliciter l'avis de la population en dépit de la mise en garde du préfet sur l'illégalité d'un tel référendum. Le préfet a formé un recours, dont je vous passe le détail, mais qui contestait la délibération sur le fond et sur la forme. Concernant le fond, l'incompétence de la commune, le TA a considéré qu'un référendum local ne pouvant avoir qu'un objet relevant de la compétence de la collectivité territoriale et que l'accueil des demandeurs d'asile et l'hébergement d'urgence sont de la compétence de l'État, la préfecture était fondée à réclamer l'annulation de la délibération. Alors même s'il s'agit là d'une décision de première instance, je pense que l'on peut déjà présager du destin qui attend devant le juge administratif la délibération du conseil municipal de Béziers d'organiser en janvier prochain un référendum afin de demander aux administrés de la manière suivante, tout à fait neutre: approuvez-vous l'installation de nouveaux migrants imposés par l'État sans consultation du conseil municipal? Dans le cas de Saint-Bosile du Putois, sur la Saint-Bosile de Putois, le maire ainsi que l'intégralité de l'exécutif communal a choisi de démissionner, puis en a informé par courrier le préfet de département, puisque celui-ci doit accepter la démission pour la rendre effective. L'objectif ici était de contester la décision de la préfecture d'ouvrir un CAO sur une capacité de 87 places sur le territoire de la commune, décision prise d'après le maire sans consultation, sans concertation. Finalement, la position de l'exécutif communal a eu pour effet de rétablir le dialogue avec la préfecture et de convenir d'un accord sur l'accueil de 44 demandeurs d'asile en lieu et place des 87 envisagés initialement. Donc, on constate, dans bien des cas, les prises de position parfois radicales des élus ont la plupart du temps pour but quand même de rétablir le dialogue avec l'État. Ce dialogue est le seul moyen de permettre une véritable coproduction territoriale de politiques d'accueil, préalable nécessaire à un accueil digne, maîtrisé et apaisé de populations qui ont déjà connu leur lot de heurts. En conclusion, je voudrais juste dire qu'il ne s'agit pas tant là de contester l'exercice de contester le pouvoir de l'État dans le domaine de l'accueil des demandeurs d'asile, mais plutôt de repenser son exercice, alors que l'État se trouve comme pris en étau, d'un côté par l'Europe, on le verra cet après-midi principalement, qui contraint très largement ses marges de manœuvre dans la prise de décision, et les collectivités qui contraignent la mise en œuvre de ces mêmes décisions. Et je pense que pour bien comprendre aujourd'hui les manières dont le pouvoir se reconfigure, dans ce domaine comme dans d'autres d'ailleurs, il faut avoir en tête 2 boussoles théoriques que sont la localisation, mobilisée chez nous par quelqu'un comme Jean-Bernard Roby, et qui peut se résumer comme étant le déplacement des niveaux de décision pertinents au-delà de l'État et en même temps en dessous de lui. Et l'autre, c'est la semi-décentralisation de Charles Eisenman, qui est cette idée que dans les territoires, le processus de décision relève d'une double décision prise par un organe central d'un côté et un organe décentralisé de l'autre.
L'idée étant de laisser toute sa place à la négociation locale. Cela nécessite également pour l'État de trouver un équilibre entre initiative locale et égalité d'application sur le territoire, ce qui dépend aussi en grande partie des interlocuteurs de part et d'autre, et donc aussi de relations humaines qui restent difficiles à appréhender d'un strict point de vue juridique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir traité un thème qui est effectivement très important dans la question de l'accueil des réfugiés en France. Une question de droit, une question d'organisation administrative, mais aussi une question de mobilisation citoyenne. Alors, nous commençons à être pris par le temps. Je propose que nous prenions une ou deux questions-interventions rapides pour Christopher avant de passer au troisième exposé. Y a-t-il des questions-interventions sur ces questions-là? Bon, l'exposé était extraordinairement clair. Moi, je vais très vite souligner deux points. Un, saluer le courage des élus. Parce qu'on est dans des temps, on parle d'exercice du pouvoir, où les élus sont très critiqués, et souvent à raison. Moi, je constate, pour me rendre dans les CAO, dont vous parliez très justement, le courage des élus. Courage pourquoi? Parce qu'au moment où ils ont annoncé, pas partout, mais parfois la création de ces centres, évidemment, il y a eu un mélange d'instrumentalisation. On le sait, ça existe, souvent d'ailleurs de gens venus de l'extérieur de la commune, mais aussi de vraies questions. Je le disais tout à l'heure, il ne faut pas éluder les questions qui se posent. Et donc les élus qui ont maintenu cela, je veux saluer leur courage, et d'autant plus que je vois bien, et comme ils le constatent eux-mêmes, que tout se passe très bien dans les CAO. Les habitants sont là, les associations sont là, et donc je veux le souligner. Le deuxième point, c'est un appel à l'inventivité qui est la vôtre. Il faut réinventer cette politique publique de l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, qui est une politique encore embryonnaire, notamment du point de vue de la capacité à prendre en compte l'intervention de l'État, des collectivités locales et des associations et des citoyens. Je considère que c'est l'un des domaines où les politiques publiques en France doivent être réinventées. Votre contribution le démontre.